Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Monde de Aude. Cette semaine, nous allons aborder un nouveau sujet. Donc, ce sujet va être lié toujours aux blessures émotionnelles et nous allons donc parler de la maltraitance affective ordinaire. Donc, ordinaire, ça veut dire que c'est de la maltraitance que nous faisons tous envers les enfants et cela va nous permettre dans le déroulé de cette mini-série de comprendre un peu plus les problèmes affectifs, la dépendance affective et surtout, ce qui nous importe, c'est un peu d'essayer de comprendre cela et de savoir d'où ça vient. Tout simplement parce que beaucoup de personnes en souffrent au jour d'aujourd'hui et c'est quelque chose qui est assez présent. Donc comment faire pour arrêter de redonner ça un petit peu à nos enfants? Tout simplement en commençant à se rendre compte de la place que cela prend dans leur vie et dans notre propre vie. Et cela, nous le retransmettons bien sûr de génération en génération. Voilà, alors, en premier lieu, j'aimerais qu'on parle un petit peu rapidement du dépendant affectif. Voilà, on va poser un petit peu le cadre et essayer de le comprendre. Donc, quand on est dépendant affectif, ça se positionne de façon compulsive. Le dépendant affectif a totalement conscience qu'il souffre. Il se rend compte justement de comment il communique avec l'autre et c'est ça qui est encore plus difficile en fait. C'est un petit peu un cercle vicieux. Il sait qu'il va souvent trop loin dans ses demandes auprès de ses relations, qu'elles soient familiales, conjugales ou amicales. Mais en avoir conscience ne suffit pas. Tant qu'on ne rentre pas dans une action pour essayer de changer les choses. Alors, le comprendre, le dépendant affectif. En fait, c'est une personne qui n'arrive pas à se défaire de cette peur qui le terrasse en constance de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas, euh, de ne pas se sentir existant dans cette vie. Et il a donc tendance à martyriser psychologiquement les autres. Et c'est d'ailleurs une chose pour laquelle il en souffre beaucoup. Lui, ce qu'il veut, c'est être un petit peu le centre de l'attention. Donc, avec son entourage, il va un petit peu aller tyranniser les autres. Alors, pas forcément de façon violente dans ses propos, mais de toute façon, il y a quand même cette idée-là derrière. Qu'il le fasse de façon gentille, de façon à charmer, à ramener l'attention vers lui, ou qu'il le fasse avec des demandes abruptes. Derrière cela se cache simplement un besoin de se combler d'amour par les autres, puisqu'il a des difficultés à le faire par lui-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui en souffre porte cette douleur dans la relation avec l'autre au quotidien. Ça lui fait peur et il ne souhaite pas ressentir ça, donc il a tendance à le rejeter sur l'autre. C'est souvent très difficile pour lui de contenir tous ces ressentiments-là. Il n'arrive pas à contenir tous ses ressentiments, car c'est quelque chose qui prend une place prépondérante dans le mode de pensée au quotidien. Il n'arrive pas à démêler toutes ses peurs, tous ces ressentiments qu'il ressent, et donc, comme je vous ai dit juste avant, il a tendance à les rejeter sur l'autre. Et quelque part, il se complaît un petit peu dans ce schéma, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile. Cela lui permet aussi de se garder comme victime, cela entretient aussi un petit peu le fait qu'il pense que de toute façon, tout le monde l'abandonne et personne ne l'aime. Au profond de lui, ce n'est peut-être pas souvent conscient, mais en général, le dépendant affectif pense qu'il n'a pas le droit au bonheur. Et il va donc, en général, essayer d'aller perturber ses propres relations pour se le prouver à lui-même. Sa souffrance, pour lui permet de se rendre légitime à quémander de l'amour. Et il devient un petit peu obsessionnel avec ça, voire ça devient addictif. Pour en sortir, cela demande une grande force intérieure. Cela demande de passer par des étapes importantes, comme déjà la première chose à faire est la reconnaissance que l'on souffre de dépendance affective. Il faut aussi pouvoir prendre conscience de ses propres mécanismes, essayer un petit peu de regarder qu'est-ce qui se produit. Donc surtout, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire. Donc on peut le faire seul, bien sûr, mais on peut le faire aussi de façon accompagnée. Surtout, si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je raconte aujourd'hui, peut être intéressant de vous faire accompagner par un thérapeute, par exemple, ou autre, ou avec un ami, une amie, ou simplement un petit peu se permettre d'écrire ce que l'on ressent déjà, ne serait-ce que ça,
Tenir un petit cahier pour essayer de se comprendre soi-même peut être intéressant. Alors évidemment, ce travail-là, il faut le faire dans la positivité. C'est sûr que si on commence ce travail-là et puis qu'on se traite de tous les noms en voyant un petit peu tout ce que l'on fait, quand on prend conscience des schémas internes que l'on a nous-mêmes, c'est sûr que si on se dévalorise là-dessus, ça va pas être simple. Ce qui est important de comprendre, c'est que le dépendant affectif est en souffrance. Donc si c'est le cas pour vous, quelque part, il faut aussi se dire que voilà, il y a des raisons à tout ça et que tout n'est pas toujours de votre faute. On va enchaîner un petit peu avec la maltraitance ordinaire. C'est des maltraitances que l'on fait au quotidien sur les enfants. Alors souvent, la blessure de l'abandon est reliée à l'abandon d'un des deux parents, voire des deux parents ou de quelqu'un de proche. Alors je parle là d'abandon, c'est-à-dire abandonner, c'est-à-dire partir, ne pas s'occuper de son enfant, ne plus jamais le revoir, ou simplement aussi ne pas s'en occuper, ne jamais se tourner vers lui, etc. Par contre, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la maltraitance affective, et ça c'est quand même quelque chose qui est très important, parce que souvent il y a des personnes qui souffrent de l'abandon et qui me disent mais ça ne peut pas être ça, puisque moi j'ai mes deux parents, ils n'ont pas divorcé, j'ai grandi, j'ai manqué de rien, donc non, ça ne peut pas être ça. Et pourtant, le comportement de nos parents envers nous, leur façon de nous éduquer, y joue énormément. Vous allez voir ça de suite. Alors, quand on parle de maltraitance affective, déjà, il y a la notion d'affectivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'affectivité? Les besoins émotionnels en sécurité affective durant l'enfance et l'adolescence sont très très importants. Les besoins émotionnels en sécurité affective durant l'enfance et l'adolescence sont décrits par certains psychologues comme un besoin d'assouvissement immédiat. Lorsque l'on parle de la notion de besoin, on parle là donc de nécessité. C'est donc cette nécessité de remplir ce besoin qui ressort alors à l'âge adulte, quand cela n'a pas été comblé ou n'est toujours pas comblé. Et très souvent, l'insatisfaction par rapport à ces besoins qui n'ont pas été remplis durant l'enfance et l'adolescence vont conduire simplement à des formes de pathologie à l'âge adulte, donc le manque de sécurité affective et donc la dépendance affective qui en fait partie. Donc c'est très simple, lorsque le besoin est rempli par les parents pour l'adolescent ou l'enfant, il se sent complètement pris en compte, il se sent complètement existant et important. Au contraire, si cela n'est pas fait, il va se sentir seul, dénigré, pas à la hauteur et pas important. Mais il ne faut pas oublier que le besoin d'affectivité est surtout lié au besoin de ressentir de l'amour, le besoin de se sentir aimé par son entourage, par ses parents, par les personnes qui nous éduquent. L'humain a donc besoin, lors de sa construction psychologique, de se sentir aimé et entouré. Il a besoin de ne pas se sentir seul, de savoir qu'il y aura quelqu'un s'il y a un problème. Et cela permet aussi de développer une estime de lui-même. L'enfant et l'adolescent doivent pouvoir se sentir assurés par la seule présence de ses parents, et ça c'est très important. Simplement, quand on sait qu'on peut compter sur eux, juste le fait qu'ils soient présents pose un cadre de sécurité. Il a besoin aussi que son entourage le pousse vers sa propre autonomie. Alors ça ne veut pas dire débrouille-toi tout seul, fais ta vie, je te fais confiance. Ça veut dire je te fais confiance, je sais que tu es capable de faire plein de choses et je te laisse faire, mais je reste là au besoin, à côté. Et bien sûr, au contraire, l'indisponibilité de son entourage va provoquer des choses comme des incertitudes qui sont négatives, des peurs, de l'isolement, des pleurs, de la grande tristesse de se sentir incompris, mal aimé. Et bien sûr, cela va engendrer de la perte de confiance en soi à l'âge adulte. Alors, tout cela sont des faits, mais il est important là de ne pas juger l'adulte et de ne pas vous juger vous, parents, si vous vous sentez un petit peu concerné par cela. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que justement c'est présent dans votre vie quotidienne et comment y faire pour y remédier. Simplement déjà en reprenant les bases de la communication avec votre enfant, votre adolescent. Si c'est vous, parents, qui en souffrez, vous allez peut-être avoir tendance soit à partir de la surprotection, soit à partir, pareil, dans le même schéma d'éducation avec vos propres enfants. Trop protéger son enfant peut être très néfaste.
Si on l'empêche de vivre parce qu'on a peur qu'il lui arrive des choses toutes les 5 minutes, quelque part, ça lui prouve dans son mental que il n'est pas à la hauteur de quelque chose. Au contraire, lui laisser trop de liberté, c'est aussi un petit peu lui montrer que vous vous en fichez un petit peu de lui. Donc, il faut essayer de retrouver un petit équilibre entre ces deux choses qui sont très importantes. Nous en avons parlé tout à l'heure, un parent qui est trop pris par son travail, qui fait une forme d'abandon affectif avec son enfant parce qu'il n'est pas là, bien sûr, hein, il part travailler peut-être pour amener de l'argent justement, pour permettre à sa famille de pouvoir évoluer de façon sereine dans la vie. Pour autant, le fait qu'il ne soit pas là de façon émotionnelle va engendrer des troubles affectifs. Et ça, c'est très important. Donc surtout, si vous voyagez beaucoup, que vous travaillez, que vous déplacez beaucoup pour votre boulot, il faut quand même un minimum garder cette communication avec votre enfant, avec votre adolescent, lui montrer qu'il compte pour vous. Même si pour vous c'est de fait, bien sûr, puisque vous allez travailler justement pour subvenir aux besoins de votre famille. Mais souvent, pour l'enfant, si cela, on ne lui explique pas, on ne lui dit pas, il ne peut pas le deviner. Personne ne peut lire dans vos pensées. Même si votre enfant, c'est un prolongement de vous-même, vous imaginez peut-être que lui, il va se dire ah ben oui, c'est normal qu'il ne soit jamais là, c'est pas grave, on aura tout le temps devant nous plus tard pour profiter ensemble. Non, lui, votre enfant, votre adolescent, il a besoin maintenant. C'est maintenant qu'il a besoin de vous. Pendant la construction de son enfance, de l'adulte en devenir, et surtout les réparations d'ordre matériel que certains parents mettent en place justement pour se justifier de ces absences, comme des cadeaux, de l'argent, des habits de marque ou répondre à tous les besoins de l'enfant, l'adolescent, voilà, n'est pas forcément la meilleure des solutions. Souvent, on va avoir tendance à acheter peut-être des cadeaux quand on est dans cette situation qui sont disproportionnés au niveau du coût ou en vérité peut-être même du besoin de l'enfant. Et cela, ça sert à quoi? Ça sert simplement à amenuiser sa culpabilité. Mais cela n'entraînera qu'une incompréhension dans la tête de l'enfant ou de l'adolescent par rapport aux besoins affectifs qu'il va vous demander. Voilà, y répondre par un cadeau n'est pas forcément la bonne solution. C'est comme quand on se dispute dans un couple, offrir un bouquet de fleurs à sa femme ou offrir une montre à son mari, au lieu de s'excuser vraiment et d'avoir une véritable discussion, d'avoir une véritable communication pour avancer ensemble sur les choses qui ne vont pas, n'est pas une solution. Aller au restaurant ne va pas résoudre les choses. Oui, on va passer une bonne soirée, on va se sentir intéressant, on va se dire tiens, cette personne a fait un geste envers nous, mais cela ne répond pas vraiment aux besoins affectifs profonds. Alors, les différences maltraitances. Je ne vais pas ici vous faire un cours complet, je m'excuse d'avance si la vidéo est un peu longue, mais c'est vraiment important de poser le cadre, c'est vraiment un vaste sujet et je vais essayer au mieux d'un petit peu synthétiser tout ça. Bon, bien sûr, hein, les maltraitances physiques, on les connaît, hein, torture, coups, blessures, sévices, etc., etc. Mais ça, c'est pas le genre de maltraitance dont je vous parle aujourd'hui. Alors, la maltraitance sexuelle, ça, on peut un petit peu en parler parce que nos enfants, par exemple, ils ont peut-être accès à des choses à laquelle ils ne sont pas, peut-être pas prêts. Par exemple, là, je vais vous parler un petit peu d'Internet, hein, l'exhibition, l'accès, pourquoi pas, à la pornographie pour des jeunes adolescents, des choses qui ne sont pas vraiment cadrées. Des fois, ils ont même accès à des films un peu violents alors qu'ils sont très jeunes. Et aussi, parfois aussi, la pudicité à cet âge-là, surtout à la préadolescence, on est un petit peu pudique, notre corps change, on est en train de se modifier. Et ça, c'est très important de le respecter. Ne pas réagir en disant mais n'importe quoi, je suis ton parent, je t'ai toujours vu tout nu, pourquoi d'un seul coup tu vas te cacher? Et ça, c'est une forme de maltraitance aussi, hein, d'insister un petit peu parce que le parent ne se sent pas du coup comblé par son enfant. Cela veut dire que waouh, il me fait plus confiance alors que moi je m'en fiche de sa nudité, j'ai l'habitude de le voir. Donc c'est vrai que le parent peut avoir tendance à être dans l'incompréhension par rapport à ça. Lui, ce qu'il souhaite, c'est construire une relation de qualité avec son enfant, qu'il n'y ait pas de problème de pudicité, que tout le monde se sente bien ensemble, une famille unie simplement.
Pareil, entrer dans la vie de l'adolescent et de la découverte de sa sexualité sans y avoir été convié peut être intrusif. Et ça, c'est une forme aussi de maltraitance. Poser des questions sans y avoir été invité peut poser problème et vraiment bloquer un petit peu cette relation-là. En plus de ça, on va avoir tendance, nous parents, à mal réagir parce que l'adolescent ne répond pas naturellement comme si on était son copain, sa copine. Et bien sûr aussi la non-instruction à la sexualité. Ça, c'est pareil. Ne pas du tout en parler, c'est un problème. C'est un gros problème dans la vie du quotidien. Parce que du coup, l'adolescent va peut-être se construire sur les idées des camarades ou peut-être se construire par rapport à des choses qu'il va visionner ou qu'il imagine. Et pourtant, cette éducation-là, c'est vrai qu'on est capable de la faire seul, mais à un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour son enfant. Est-ce qu'on veut qu'il commence une sexualité dans son adolescence de façon appropriée ou est-ce qu'on le laisse se casser la figure ou avoir des mauvaises expériences? Ça, c'est très important. Je sais que c'est pas toujours facile de se sentir à l'aise de parler de ça avec ses enfants, mais je pense qu'il est vraiment important d'en parler assez rapidement et de façon un petit peu détachée. Bien sûr, il faut trouver le moment idéal, hein. Si vous lui donnez rendez-vous, alors demain à telle heure on va parler de ça, bah, il va partir en courant l'adolescent. Par contre, ben, voilà, vous êtes en promenade avec lui et naturellement vous commencez à en parler. Bien sûr que tout le monde va se sentir gêné, et le parent et l'enfant. Mais quelque part, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. C'est très très important d'en parler. Aussi, quand on est un parent qui rejette sa sexualité, quand on a un gros problème nous-mêmes avec la sexualité, qu'on a eu des problèmes dans l'enfance dus à ça, ou que ce soit quelque chose qui ne nous intéresse pas ou quelque chose qui ne nous parle pas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose dans notre comportement qu'on va perpétrer et transmettre à notre enfant. Donc notre enfant, c'est une personne différente de nous. Il a le droit de voir les choses autrement, de développer sa sexualité à lui et d'être bien avec ça. Donc là maintenant, nous allons aussi parler de la maltraitance psychologique, hein. Donc maltraitance en tout genre, hein, humiliation, rabaissement, c'est des petites choses simples hein, du quotidien. Oh t'es nul, oh quel empoté, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, tu ne l'as pas fait encore. Alors ça, c'est des choses qu'on dit toute la journée à nos enfants. Donc faire attention un petit peu à la redondance. Donc on peut aussi essayer de se reprendre quand on a ce genre de comportement envers notre enfant. Bah, nous aussi on a des émotions, donc des fois il y a des choses qui nous agacent profondément et on ne peut pas s'empêcher de les rabaisser un petit peu ou de les humilier d'une façon ou d'une autre. Ceci dit, ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et de suite après d'aller discuter avec lui, de lui dire je m'excuse, je suis allée un petit peu loin dans mes propos, mais ça me blesse que tu ne, par exemple, si c'est parce qu'il ne fait pas de tâches ménagères, ça me blesse que tu ne débarrasses jamais ton assiette, ça me blesse que tu ne ranges pas ta chambre, j'en ai un petit peu marre d'aller chercher ton linge sale, ce genre de truc. Mais vraiment réexpliquer, 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 parce que les bêtises, ils vont continuer à les faire. C'est pas parce que vous le dites une fois que ça va être réglé. Une personne, ça se construit sur plusieurs années. Et l'art de la répétition, bah, c'est l'art de l'éducation, hein. Les jugements quotidiens aussi, faire attention. Déjà, on a tendance à se juger soi. Si en plus on se met à juger l'autre, bah, c'est compliqué d'avancer comme ça hein, avec ses enfants. Donc on fait attention, on accepte la personne qu'il est. Il est une personne à part de vous. Bien sûr, on a souvent tendance à se projeter sur notre enfant, à imaginer quelque chose de meilleur par rapport à nous, ou certains parents vraiment très très maltraitants qui eux, bon ben voilà. Donc là, je ne parle pas vraiment de la grosse maltraitance, hein. Je répète que je parle de la maltraitance ordinaire. Là, quelque chose qui est très important à aborder, c'est la maltraitance par négligence. C'est quand les enfants ont un manque de leurs besoins primaires, nourriture, habillement, hygiène, santé. Donc bien sûr, bah, des fois, on n'a pas les moyens. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas obligé d'habiller son enfant en marque pour qu'il soit heureux. Il y a toujours des solutions et il faut faire très attention à ça. Peut-être que des fois, ce genre de parents qui ont ces comportements, bah, c'est peut-être parce que eux n'ont pas eu cette sécurité-là enfant. Et donc, ou ne le font pas pour eux-mêmes parce qu'ils ne s'estiment pas assez de prendre soin d'eux, d'aller au médecin, d'aller au dentiste, de faire ce genre de choses qui sont très importantes
d'apprendre à nos enfants pour que quand ils deviendront adultes, ils soient dans la capacité de se responsabiliser, de faire des choix pour eux, pour leur santé, pour leur bien-être, de s'aimer. Parce que ça commence par des petites choses comme ça. Donc un parent qui ne fait pas ça pour lui, il montre aussi quelque part un exemple. Et cet exemple-là, à l'âge adulte, va continuer de se profiler. Par exemple, on a des parents qui n'aiment pas faire leurs papiers, qui ne règlent jamais leurs problèmes financiers. Peut-être qu'ils vont entendre toute leur enfance, les enfants. Oh, j'aime pas faire les papiers, ils m'emmerdent avec leurs factures, je m'en fiche, je paye pas, on a des problèmes d'argent, mince, on nous a coupé l'électricité, hein, je pousse un petit peu le trait loin, mais quelque part, après, à l'âge adulte, l'enfant, il part quand même avec quelque chose en moins. Il ne sait pas gérer lui non plus ce genre de choses. Donc là, je parle d'un exemple précis, mais c'était un exemple qui marche pour tout en fait, hein. Mais aussi, je vais vous reparler un petit peu de la surprotection. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en début de vidéo, mais c'est très important d'en parler aussi. Parce qu'on pense souvent que surprotéger son enfant va lui permettre de se sentir en confiance dans la vie, de se sentir en sécurité, d'évoluer dans la meilleure des situations de vie, mais ce n'est pas toujours l'aider. Surprotection, ça peut être dès l'enfance, dès la petite enfance où ça commence. L'enfant ne peut pas toucher de la terre, sinon il va attraper des maladies. Il ne peut pas monter sur le toboggan parce que s'il tombe, il va se faire mal aux genoux. Il ne peut pas parler ou jouer avec telle ou telle personne parce que cette famille-là n'a pas du tout le même mode d'éducation. On a peur des différences aussi. On ne veut pas que son enfant soit mélangé avec des personnes qui ne viennent pas du même milieu. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être tu ne sors pas parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Tu ne peux pas aller dehors parce qu'il va y avoir un tueur qui va te découper en morceaux. Ça peut être vraiment plein de choses. Voilà. Des exemples, il y en a des tonnes. Voilà, il faut faire très attention de ne pas partir dans un côté obsessionnel. Ça ne veut pas dire tout lâcher, laisser tout faire, mais ça veut dire trouver un certain équilibre entre les deux. Je voulais aussi vous parler de la relation parent-enfant fusionnelle. Ça aussi, c'est une forme de maltraitance. Alors par exemple, si on part sur une famille avec un père, une mère et un enfant, par exemple, si c'est le père qui est très fusionnel avec son enfant, quelque part, l'enfant va se sentir un petit peu abandonné par l'autre parent aussi. Parce que le parent qui fusionne complètement avec lui, lui prouve au quotidien qu'il ne peut pas être une entité seule. Une personne à part entière qui fait ses propres choix et qui évolue dans la vie avec la confiance. On voit souvent cette relation aussi de fusion qui continue quand l'enfant est adulte, le parent qui reste proche de ses enfants. Donc c'est-à-dire qu'il va s'introduire perpétuellement dans la vie de son enfant, dans la vie de couple de son enfant, dans la vie de parent de son enfant, voilà, à vouloir un petit peu continuer de contrôler tout ça. Ça rassure le parent et l'enfant aussi est rassuré. Mais l'enfant est un adulte. Et du coup, c'est vrai que ça peut être très malsain, ça peut empêcher le couple hein, de l'enfant quand il est adulte d'évoluer. Ça peut empêcher vraiment la personne adulte de prendre ses responsabilités et de continuer un petit peu quand ça devient, quand c'est quelque chose comme ça qui est très fort et d'installer, ça peut aussi empêcher du coup ses propres enfants à évoluer et du coup de reconduire un petit peu cette fusion avec ses propres enfants, voire avec l'un de la fratrie et laisser pour compte aussi les autres qui vont alors là se sentir abandonnés aussi, voire rejetés. Ensuite, il y a la maltraitance omission, la dernière chose dont je voulais vous parler. Donc ça, c'est souvent des manques d'éducation de tout ordre, à savoir intellectuel, culturel, les règles de base de la vie sociétale, la politesse par exemple, ce genre de choses qui va empêcher votre enfant de s'insérer dans la vie collective. Moi qui ai travaillé avec les enfants longtemps, je peux vous dire que dans le milieu scolaire par exemple, des enfants qui ne sont pas polis, ils sont mal regardés. Et ils entendent parfois les jugements de l'adulte face à ça. Et aussi bien sûr la notion de respect, respecter son prochain. Qu'est-ce que c'est respecter? Parce que pour beaucoup de personnes, le respect n'est pas à la même hauteur, hein, donc peut être intéressant de réfléchir ensemble à ce que c'est le respect. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que il y a des personnes qui peuvent s'insulter, par exemple, et tout à fait se respecter. Donc ça dépendra aussi de l'éducation. Voilà.
Donc toutes ces maltraitances qu'on a abordées aujourd'hui ne sont pas forcément liées à la blessure émotionnelle de l'abandon, mais cet état d'être va participer à développer une forme de dépendance affective. Alors pour pouvoir dire que la maltraitance subie pendant l'enfance répond à la blessure émotionnelle de l'abandon, il faut donc connaître le contexte familial. Mais pas que. Et aussi la récurrence de la maltraitance. Donc si c'est une fois de temps en temps, ça ne va pas être pareil que si c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours en continu. Bien sûr, il y a des degrés, hein. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. S'il y a des parents qui se sont reconnus un petit peu là-dedans, ben moi j'ai envie de vous dire que ben, vous êtes humain, vous avez sûrement des peurs aussi, des choses à régler, et que ben, c'est très difficile de tout faire bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déculpabiliser, mais ça veut dire qu'en avoir pris conscience là aujourd'hui, si cette vidéo vous a aidé à ça, ben, c'est déjà un super grand pas, puisque maintenant ça va vous permettre un petit peu d'essayer de modifier un petit peu vos schémas d'expression et d'éducation que vous transmettez à vos enfants. Voilà, donc nous en sommes tous réduits un jour ou l'autre à utiliser de la maltraitance ordinaire. Une chose importante aussi, la place du facteur sociétal aussi. Très souvent, les parents, ils vont éduquer leurs enfants aussi pour les protéger de la société, pour qu'ils se sentent insérés et dans un cadre spécifique, hein, que ce soit culturel, religieux, par rapport à ce qu'ils pensent que la société vont attendre de leurs enfants, comme ce qu'ils pensent de ce que la société attend d'eux-mêmes. Et ça joue un rôle très très important. Le regard des autres, le jugement. Donc faites attention à ça. Voilà, l'important, c'est d'être épanoui, d'être en accord avec ses choix, avec la vie telle qu'on la voit, et surtout de ne pas forcer ses enfants, qui sont des entités différentes de vous, à vous ressembler absolument, mais les aider à être eux-mêmes en toute sécurité, en les valorisant, en aimant des parties d'eux. Bien sûr, bah, des fois, on n'est pas forcément d'accord avec tous leurs choix et avec leur façon d'être. Ça peut être agaçant parfois, mais l'important quand même, c'est quelque part, vous avez fait des enfants, mais ils ne vous appartiennent pas. Et l'important, c'est que eux soient heureux dans leur vie, qu'ils puissent faire leurs expériences de vie dans l'amour et la compréhension des autres, de ne pas porter ce poids qui vous appartient à vous, parents, vos propres peurs, ne pas leur retransmettre, parce que l'expérience de la vie est extraordinaire, c'est un beau voyage, et moi je me dis, bon, ben, si les enfants partent dans la vie avec des bases solides, ben, ce ne sera que mieux, ils vont pouvoir profiter de leur vie, aimer qui ils sont, et continuer d'évoluer et retransmettre derrière des belles choses, et c'est ça qui est important.